Donc bonjour, je vous remercie de m'avoir invité pour vous présenter un petit peu ce qu'il en est au point de vue patient au niveau européen et comment on est organisé au niveau européen. Pas le bon truc. Donc le SMA Europe, c'est une organisation européenne qui regroupe des associations de patients. Il y a 24 organisations qui couvrent 23 pays européens. Assez large, hein, puisqu'on va avec l'Ukraine, la Russie ou l'Islande qui nous ont rejoints. Voilà un petit peu toutes les organisations, hein, c'est une jolie mosaïque. L'organisation, les pays sont membres, il y a un bureau qui est formé de volontaires exclusivement des patients ou des représentants de patients, ou des parents de patients, je dirais. Et on a une structure un petit peu permanente avec un CIO donc, et un certain nombre de personnes qui travaillent pour SMA Europe. On travaille beaucoup avec un comité scientifique. Donc vous voyez là le comité scientifique qui donne des avis essentiellement sur la recherche et sur la clinique et qui va aussi nous aider au niveau de la formation et de l'information des organisations de patients. Donc le comité scientifique est assez divers, il est européen, il y a 1 ou 2 Américains, mais globalement c'est des gens qui travaillent en Europe, assez diversifiés, ça va de la recherche fondamentale à des cliniciens, à la psychologie, sur divers types de personnes. Alors les objectifs, c'est des objectifs assez normaux. Je dirais qu'SMA Europe a commencé il y a maintenant 12 ans. Et donc l'objectif initial, c'est vraiment d'accélérer la recherche. Maintenant, on est beaucoup plus sur la qualité de vie. Enfin, on était déjà sur la qualité de vie, mais plutôt l'amener les différentes thérapies au niveau des patients, comment on peut faciliter l'accès aux patients européens aux différentes thérapies, et puis aller vers une prise en charge optimale dans l'ensemble des pays européens, parce que vous vous doutez bien qu'entre l'Ukraine et l'Allemagne, il y a quand même des différences notoires de prise en charge. Alors comment on travaille? On a divers, c'est la petite maison d'SMA Europe. On va avoir un socle qui est basé sur former les patients et les représentants de patients pour qu'ils soient capables d'aller interagir. Après, on a 3 grands piliers de travail qui sont la recherche, la thérapie et comment influencer les systèmes de santé pour accélérer les mises en place et les services aux patients. Et bien sûr, après, il y a une partie communication, un petit peu comme partout. Donc, ce que je vais essayer de vous détailler un petit peu plus, c'est un peu toutes nos activités. Qu'est-ce qu'on a comme activité et quelles sont les recherches et comment on finance et comment on finance. Donc, nos activités au niveau de la recherche, historiquement, c'était l'appel d'offres recherche. On a eu 10 appels d'offres. Au total, on a mis plus de 4 millions d'euros. Il y a un autre appel d'offres qui va sortir cette année, qui est doté d'environ 600 000 euros pour des chercheurs. Le dernier appel d'offres, on a donc sélectionné 4 recherches. Les appels d'offres sont vraiment focalisés sur de la recherche scientifique, pas du tout sur de la recherche clinique, c'est vraiment la recherche scientifique, mieux comprendre la SMA et aller vers des nouveaux traitements dans la SMA. On a aussi donc, notre congrès scientifique, on est au 3e congrès, il va avoir lieu en février à Barcelone. Ce sont des congrès qui sont assez significatifs. Pour donner une idée, à Cracovie, on avait environ 450 personnes. À Évry, on a arrêté à 600 personnes parce que la salle ne contenait que 600 places. Et à Barcelone, on est parti sur aussi pas mal de personnes présentes. Donc le programme, il est disponible en ligne hein, sur le site SMA Europe. Je pense qu'il y en a, je l'avais communiqué à Phil Nemus, on peut le renvoyer si vous voulez savoir. Donc c'est un programme qui est sur la recherche et la recherche translationnelle, c'est-à-dire l'arrivée de la recherche dans la vie plutôt clinique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, il y aura un certain nombre d'autres meetings qui sont organisés soit par les pharmas, soit par des organisations de patients, et notamment un sur la nutrition,
qui fait l'objet d'une recherche importante dans les divers pays européens, c'est-à-dire que à l'aide de Roche, on a mis en place des analyses de nutrition dans les différents pays sur les difficultés de nutrition, que ce soit les nutritions intratécales, mais aussi tous les effets des nouveaux traitements sur la nutrition. Et un des effets dont on n'a pas parlé du Ridisplan, c'est que la majorité des patients prennent du poids. Et comme c'était des gens qui étaient souvent en sous-poids, ils ont des régimes très très riches, ils se mettent à prendre du poids, ils sont très contents, mais après ils prennent du poids. Et donc, au bout d'un an, ça fait 10 kilos, 15 kilos, et ça peut poser aussi des problèmes de santé. Le deuxième grand axe, c'est la kiné chez l'adulte. Donc ça, c'est quelque chose qui vous paraît peut-être beaucoup plus évident. Et puis, le troisième point, c'est vraiment acquérir de nouvelles fonctions motrices. Donc, comment faire en sorte qu'avec les nouveaux traitements, on optimise l'acquisition de toutes ces fonctions motrices. Donc voilà, je vous invite à regarder et peut-être à vous déplacer à Barcelone si certains d'entre vous en ont la possibilité. On fait aussi des publications scientifiques. Il y en a une qui est très importante, c'est comprendre quelles sont les attentes des patients. Et donc là, moi j'ai entendu des choses aujourd'hui. Bon, je n'ai pas pu être là hier, mais très clairement c'est assez intéressant. La publication sur les attentes patients, c'est 1500 patients européens qui ont répondu à une enquête assez fouillée pour savoir quelles étaient leurs problématiques, leur vie quotidienne. Et très clairement, leur problème, ce n'est pas de marcher. Il n'y a pas du tout ce problème-là. Leur problème, c'est vraiment la vie quotidienne, la vie de tous les jours. On sait que chez les adultes, le problème, c'est d'arrêter la perte. Et puis, quand on parle de stabilisation, tous les adultes qui ont répondu à la question, ils sont dans une phase de perte lente. C'est comme ça qu'ils établissent leur statut. Et une stabilisation, pour eux, c'est un grand bénéfice. À 97% des répondants, alors que l'enquête elle a eu lieu en 2020, donc il y en avait déjà un certain nombre qui étaient sous traitement, le fait de stabiliser la maladie et de ne plus perdre, c'est une avancée importante. Donc ça donne une idée. Ces enquêtes, ça nous permet aussi d'interagir avec l'EMA, avec l'ensemble des choses quand il s'agit de faire valider un médicament ou faire valider un essai clinique. Après, il y a eu d'autres choses qui sont intervenues, qui sont peut-être moins importantes, mais notamment, on a eu une grande question sur qu'est-ce qu'on fait avec les enfants de type 0, puisque dans certains cas, on voit qu'il y a des cliniciens qui traitent ces enfants-là dès la naissance. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant, de pas intéressant? En tous les cas, on a demandé à ce que tous les cliniciens qui traitaient ces enfants de type 0, donc qui ont des signes cliniques dès la naissance, de bien vouloir nous faire part de l'état de clinique après 1 mois, 2 mois, 3 mois, si ça avait une efficacité ou pas. À l'inverse, par contre, au niveau des décisions de traitement sur les nouveaux diagnostiqués, globalement, au niveau d'SMA Europe, ce qu'on a préconisé, ce qu'on a demandé dans le papier, c'est que les enfants de type 1, la décision de traiter ou de ne pas traiter un type 1, elle revienne aux parents après une explication vis-à-vis des risques et des effets des nouveaux traitements sur les enfants. C'est-à-dire qu'on doit bien clairement expliquer aux parents que s'il est traité, il aura peut-être une survie prolongée, on ne sait pas de combien de temps, il aura forcément un handicap important, mais c'est au choix de parents qui revient d'être traité. Et ça, c'est une politique qui est en place dans beaucoup de pays, notamment en Italie, en Allemagne, où c'est les parents qui prennent la décision de traiter ou pas traiter en fonction de leur projet de vie. Donc là, c'est un petit peu différent. En France, on vous dit, on a ou on n'a pas accès au traitement, et ça crée énormément de frustration chez les parents et des impacts psychologiques assez significatifs. La co-autrice de celle-là était une psychologue belge qui était assez intéressante, alors que dans les autres pays, le clinicien explique les deux options, notamment pour les types 1A, 1B, en mettant bien en évidence les risques qu'il y a à traiter et l'impact que ça va avoir sur la famille, mais c'est aux patients d'avoir. Et donc là-dessus, bien entendu, est sorti il n'y a pas très longtemps un des chiffres en disant mais en France, vous proposez énormément de soins palliatifs
alors que dans les autres pays, le soin palliatif doit être choisi par la famille et non pas imposé par le clinicien. On a aussi pas mal de collaborations internationales, notamment avec une fondation qui s'appelle SMA Foundation, qui est aux États-Unis, qui est une charity donc, qui lève des fonds pour la recherche. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une recherche fondamentale sur à la fois une reconstruction neuronale et une reconstruction musculaire. Et donc, c'est une nouvelle initiative qui vient d'être lancée. On va essayer de faire un état des lieux sur l'ensemble des autres pathologies neurodégénératives, savoir s'il y a des techniques ou des technologies ou des processus qui pourraient faire ou faciliter notamment la reconstruction neuronale des enfants qui sont traités ou des adultes qui sont traités. Donc vous voyez qu'au point de vue scientifique, on est sur vraiment de la recherche un petit peu, j'allais dire, fondamentale ou de base. Donc cette fameuse enquête dont je vous parlais en 2019, il y a plusieurs publications scientifiques qui sont à venir. Il y en a une qui est soumise à l'heure actuelle, notamment sur les attentes des patients. Et on s'aperçoit qu'en fait, la majorité des patients, ce qu'ils espèrent, c'est surtout un traitement qui stabilise leur respiration. Autant de vue sur le plan fonctionnel, ok, ils sont d'accord, c'est important, mais ce qu'ils mettent en numéro 1, c'est stabiliser la respiration et éviter les infections respiratoires à répétition, qui sont une source de stress énorme. Donc dans la prochaine, on a fait un focus sur la respiration et quelles sont les attentes des patients au niveau respiratoire. Dans certains pays européens, ce n'est pas le cas en France, mais la respiration est assez mal prise en charge. Et puis derrière, vous allez les voir apparaître, je pense, régulièrement dans le cours de l'année 2020, début 2022 pour la prochaine, je pense. On a aussi lancé donc une nouvelle enquête sur la vie quotidienne et sur quelles sont les difficultés au niveau nutrition et kiné. Donc cette enquête, elle va être lancée de la même manière que la précédente, début 2022. Il y a une centaine de questions, il faut à peu près entre demi-heure et 3/4 d'heure pour y répondre. On espère qu'on aura à peu près autant de réponses que pour la précédente enquête, parce que ça permet d'avoir un panel, quand on est au-delà de 1000 patients qui répondent, d'avoir un panel assez large de ces enquêtes. Donc les premières attentes sont pour Barcelone, mais ce sera vraiment des données très préliminaires. Et le but est d'avoir une publication pour la fin de l'année. On a aussi donc un gros problème avec les adultes. Je suppose que vous êtes tous. Ils se sentent, au niveau patient, ils se sentent un peu les délaissés de tout le monde. Eux, ils ne sont pas traités, ils n'ont pas accès au traitement. On ne tient pas vraiment compte de leurs états. Il y a aussi beaucoup de questions sur la grossesse. On a beaucoup de femmes qui se sentent mieux et qui donc sont prêtes à se lancer dans la grossesse. Les nouveaux traitements sont contre-indiqués, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ce comité adulte est en train de travailler un petit peu pour essayer de voir si on peut faire pour travailler, pour participer à un colloque avec l'ENMC, donc, qui fait des recommandations scientifiques qui sont assez valides sur une prise en charge adulte et notamment une prise en charge des femmes adultes dans le cas d'une volonté de grossesse, par exemple. Comment on peut faire continuer une prise en charge et quels sont les risques des grossesses, parce qu'il y a quand même des risques. Enfin, en tant que maman d'une SMA qui est un peu en vie, je ne suis pas très confiante non plus. Et puis, on a aussi tous les problèmes d'accès aux soins qui ne sont pas des accès aux soins liés à la pathologie, mais qui sont des accès aux soins liés à l'handicap ou liés à des difficultés pour endormir les gens, pour pouvoir accéder au centre de soins. Donc tout ce qui est dentiste, ophtalmo, quand il faut faire soigner des dents avec une anesthésie, comment on fait, etc. Donc tout ça, ça va être vraiment lancé cette année et c'est vraiment un des gros axes de travail des SMA Europe, de faire remonter au niveau des cliniciens européens toutes ces problématiques.
Le dernier point étant le fait qu'il n'y a aucun essai clinique chez l'adulte, ce qui fait qu'on a des difficultés, bien entendu, de remboursement quand ça arrive sur le marché. Alors, c'est une vision très pharma, c'est-à-dire que, comme on en a un petit peu entendu parler, c'est très facile de faire la preuve que ça marche sur les petits et sur les enfants, puisque là, il y a de l'efficacité. On arrive à obtenir une autorisation de mise sur le marché par l'agence européenne. Et quand on arrive au remboursement, eh ben, les agences nationales, elles disent mais quelles sont les preuves pour l'adulte? Et donc, on est en train de faire un gros lobbying auprès des pharma pour qu'il y ait des essais lancés sur les adultes. Alors, bien entendu, ça coûte cher. Et en plus de ça, il y aura peut-être des preuves que ça ne marche pas chez l'adulte. Donc, ils ne sont pas vraiment prêts à se lancer dans des études de ce type-là. Et donc, ça fait partie des grandes discussions qu'on a avec nos amis les pharma. Et après, derrière, on a les nouveaux standards of care. Donc, je suppose qu'il y a parmi vous des gens qui ont été contactés par QRSMA. Ils sont en train d'essayer de mettre en place des modifications de standards of care liées aux arrivées des nouveaux traitements. Alors, j'ai la chance, ou du moins la responsabilité de participer à une ou deux de ces commissions. C'est assez gênant de travailler avec eux. Il faut être présent. Mais ils sont très focalisés sur les États-Unis avec des systèmes de remboursement, des systèmes de prise en charge qui sont complètement différents. Et ils sont en train de redéfinir des standards of care qui correspondraient très bien au système américain. Malheureusement, voilà, les Européens, on est peu nombreux et assez difficile à faire entendre notre voix, mais on a des participations, il y a un certain nombre de gens qui viennent participer à ces commissions. Ça serait très intéressant à voir comment ça... Enfin, c'est d'abord très déstabilisant de voir comment les cliniciens américains réagissent en disant mais ça on ne peut pas le dire parce que de toute façon les assurances ne voudront jamais rembourser. On a dit oui, il faudrait peut-être quand même voir autre chose que le remboursement des assurances. Et dans le diagnostic aussi, c'est un petit peu pareil. C'est assez compliqué. En tout cas, moi, je suis assez surprise. Et donc, au niveau européen, je pense qu'on va être obligé de se lancer dans refaire un colloque NMC dans quelques mois ou dans quelques années sur les standards of care, de façon un petit peu contrer ces décisions ou ces idées qu'ont les Américains sur un certain nombre de prises en charge qui ne correspondent pas à nos pratiques. Et après, derrière, on est plus là sur comment nous, on peut influer et à quel niveau on va influer. Donc, on est en train de mettre en place une plateforme qui s'appelle ODSSMA, qui est un site web qui regroupe des outils comparatifs au niveau européen sur comment on fait valider un traitement au niveau européen, comment on fait valider un diagnostic néonatal au niveau européen. C'est très différent d'un pays à l'autre. Il y a forcément l'EMA au début, et encore dans les pays de l'Union européenne, parce que quand on va en Suisse ou quand on va en Russie, ce n'est pas la même chose. Et ensuite, derrière, chacun a ses différents types d'accès. Il y a des bonnes pratiques, il y a des pratiques qui sont plus difficiles à accepter. En tous les cas, on a fait un état des lieux de toutes ces pratiques-là, ça permet d'avoir un petit peu ce qui se passe dans tous les pays, et ça permet de voir un petit peu comment ça se passe. On est en train de le regrouper sur une plateforme. C'est utile pour la SMA, mais il est évident qu'on travaille avec Aurordis. Ça sera utile pour tous les autres traitements. Les associations de patients auront ainsi une vue assez générale de comment on peut aller au remboursement dans son pays, quel est le process dans son pays, quels sont les avantages de ce process, quels sont les inconvénients de ce process et à quel moment les associations de patients peuvent intervenir pour essayer d'accélérer le process ou pour au moins donner leur avis sur le traitement. Donc, c'est des choses que l'on fait. C'est l'accès au traitement, c'est l'accès au remboursement et c'est aussi axé sur le dépistage néonatal, comment on est dans le dépistage néonatal. Donc je ne vous cache pas que quand on est sur l'accès aux nouveaux traitements, on est plutôt en haut de la liste. Sur le dépistage néonatal, on est tout en bas de la liste. Voilà, mais globalement, les avantages et les inconvénients de chacun. Et on a beaucoup parlé de la RCP. Donc dans l'organisme qui nous aide à faire cette étude a parlé des RCP. Et il a pointé des choses qui m'ont paru intéressantes à vous rapporter. C'est que ces RCP
ne sont pas conformes au moins aux recommandations européennes, voire au règlement européen, il devrait forcément y avoir un avis contradictoire au niveau des patients dans la RCP. Alors, c'est une recommandation, j'en sais rien. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait pouvoir une voie de recours, parce que comme on interdit l'accès à un traitement, il devrait y avoir une voie de recours. Alors, c'est tout nouveau. J'ai trouvé les documents il n'y a pas très longtemps. Donc, est-ce que c'est des recommandations? Il faut que j'aille piocher un peu plus. Mais voilà, je vous fais état de ce que nous a sorti ce juriste. C'est un juriste d'une société qui s'appelle CRA, qui travaille, non, qui est un juriste, c'est une société allemande, voilà, et donc derrière, qui travaille beaucoup pour la Commission européenne, et donc voilà, c'est l'étude européenne. Alors, il y a des recommandations européennes, celles-là, il nous les a trouvées, et d'après lui... Quel type de recommandations ? Alors je vous renverrai, parce qu'il m'a mis, c'est EC, il y a un numéro, voilà. Je vous propose qu'on en parle à la table ronde aussi, parce que là, on est un peu juste déjà en temps. Voilà. Je vous l'enverrai parce que j'étais surpris. Donc voilà, je préférais vous en parler parce que ça m'a paru super intéressant. Et donc l'autre grand axe de travail que je connais un peu mieux, donc c'est le dépistage néonatal. Donc là, SMA Europe a sorti un livre blanc pour faciliter le dépistage néonatal en recoupant un petit peu tous les avantages et tout ce qui devrait aider à l'accès au dépistage néonatal, ainsi qu'un site web sur lequel on voit où c'est qu'on en est dans chacun des pays au niveau du dépistage néonatal. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est qu'on travaille en très étroite collaboration avec l'ensemble des pharmas impliqués dans la SMA, avec des groupes de travail. Essentiellement, on a travaillé sur le design des essais cliniques. On a fait refaire, par exemple, à Biogène complètement le design en l'imposant, puisque initialement, le Sunfish était limité à 12 ans. On l'a fait remonter à 25 ans, par exemple. Ça a permis de modifier un petit peu. On a des réunions hebdomadaires ou mensuelles avec les pharmas au niveau européen pour discuter un petit peu. Alors on n'est souvent pas d'accord, mais de temps en temps on arrive à faire évoluer les choses. Et dernièrement à une réunion, Biogène a reconnu qu'on avait fait gagner 9 mois, pas Biogène, Roche avait reconnu qu'on avait fait gagner 9 mois sur la mise en œuvre ou l'autorisation de mise sur le marché européen d'Evrysdi. Maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est des formations. Alors les formations, ça c'est plus à l'usage de nos membres. Donc on en a une sur le Covid, on en a eu sur le prix du médicament, on en a une très intéressante par Serge Braun sur le risque de surimpression de SMN. Voilà, on en a une par TreatNMD sur les bases de données. Qu'est-ce qu'il devait y avoir dans les bases de données? Qu'est-ce que c'était des patients reported outcome measures, c'est-à-dire vraiment un petit peu ce qu'on voit avec vos choses. Et la prochaine est sur les différentes techniques de dépistage néonatal, puisqu'on est très impliqué au niveau européen sur l'ensemble de ces choses-là. On travaille aussi avec Eurordis, voilà, assez régulièrement. Et on fait pas mal de communication, donc vous voyez un petit peu. Et dans les grands projets de 2022, il y a une conférence à l'EMA sur l'impact de la SMA, notamment chez l'adulte. Je crois que je suis au bout de ma présentation. Merci beaucoup. On a peut-être le temps pour une question. Après, de toute façon, il y aura la table ronde, on reviendra sur tout cela. Et on passera peut-être ensuite à l'association Éclat, puisqu'on a prévu de faire une table ronde finale avec donc, ce qui était intitulé Table ronde et les attentes dans la prise en charge de la FM Téléthon. Donc, je propose des programmes d'hospitalisation de jour à l'hôpital sur 6 semaines, sauf qu'après, alors plus particulièrement pour les patients atteints de SMA, parce que forcément, ils ne peuvent pas utiliser des dispositifs facilement accessibles et peu coûteux comme un vélo d'appartement, par exemple.
Et en fait, je me demandais si on pouvait passer par des associations pour faire financer du matériel type motomène que les pensions pourraient utiliser en autonomie pour faire justement de l'actif aidé, pour pouvoir maintenir une activité physique en dehors des programmes d'hospitalisation de jour et de manière un peu plus continue, justement pour permettre une activité régulière. Parce qu'en fait, j'avais eu le cas avec un patient, on avait essayé de fouiller un peu et il avait été impossible de pouvoir lui faire financer un tel dispositif. Alors très clairement pas SMA Europe, puisque SMA Europe c'est plus au niveau des interactions politiques qu'on va intervenir. Au niveau national, il y a peut-être l'AFM, mais voilà, il faudrait avoir une preuve d'efficacité ou des choses comme ça. Je ne saurais pas vous répondre sur le sujet. Après, si on peut lancer une étude, et ça par contre, SMA Europe pourrait, dans le cadre de son appel d'offres, puisque on a une partie dite transactionnelle, avoir une étude d'efficacité de ce genre de choses-là sur plusieurs patients et avoir la preuve d'efficacité, ça peut derrière déboucher sur d'autres choses. Mais aujourd'hui, très clairement au niveau européen, on en est plus à se battre pour qu'il y ait 1 à 2 séances de kiné par semaine, ce qui est déjà pas mal. Et alors, quand on parle de balnéothérapie chez les adultes, autant dire que, mis à part en Allemagne, je ne crois pas qu'il y ait d'autres endroits où on soit capable de faire de la balnéothérapie pour des adultes. Mais sachant que, par exemple, là, vous parlez de balnéothérapie pour les adultes. Je suis désolé, mais on est en retard. Et okay. Je pense que là, c'est une discussion qui peut prendre plus de temps qu'une simple réponse. Et je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse, d'ailleurs.